Bon, il est de retour. Alexandre Gascon, t'es le seul à qui on n'a pas souhaité bonne année encore. Bonne année. Bonne année, mon cher. Bonne année. Il commence l'année un peu mal en point, notre... Comment ça? Ouais, j'ai vu se désagréger en direct C'est vrai? Ça me samedi. désagrégé. C'est le Je mot. tombais en petits Ben morceaux. ouais. Il y en avait partout à terre sur la passerelle. Ça fait donc bien désordre. Ramasse-toi un peu, tes morceaux et toi. Les miettes de Gascon. Jeudi. Il déclinait entre le début du match et la conférence de presse de l'entraîneur samedi. Il y a eu une différence. À la conférence, Martin a eu un souci paternel à mon égard. Il m'a regardé, il m'a dit « Es-tu correct? » J'ai dit « Ouais, là, ça va moins bien. » Qu'est-ce qui se passe? T'étais malade? J'étais malade. Là, ça va mieux? Mais oui, ça va bien. Ça va mieux. Samedi, je suis allé au match, mais finalement, j'étais correct, mais durant la journée, j'avais un peu de difficulté. Écoute, ça court, hein? Je suis pas le premier. Je ne ferai pas pleurer personne avec ça. Une petite dose de balado, ça va leur monter. Dose de balado. Le médecin prescrit 2 balados par semaine. Un grog et 2 balados par semaine. Ben écoute, content de te retrouver. Ben, pareillement, messieurs, bonne année. Ben, Martin et moi, on s'est vus quelques fois. Ben, mais c'est ça. On est déjà moi, j'étais blasés. malade avant. C'est vrai? J'étais malade avant, moi. C'est vrai, tu as eu la COVID, donc ça fait un bout. C'était cool. Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Je suis encore un peu. Tu sais, les gens me disent Puis Alex, ton temps des fêtes, je dis c'était moyen. C'était moyen. Je pense que le temps des fêtes, j'ai entendu ça beaucoup. Ouais. Moi aussi, j'ai pas. Ça n'a pas été le plus beau des temps des fêtes. Mais l'important, c'est de partager des moments précieux en famille, n'est-ce pas? Et là, ben, on repart en neuf. Dans notre deuxième famille. Oui. Non? Oui, absolument. Oui. Ben, je suis en train de. Oui. Famille professionnelle. Aujourd'hui, la fraternité de Northeastern, la fine élite canadienne et Cutter s'en va en Californie. C'est tellement hockey, épisode 286. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs, content de vous retrouver. Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, Monsieur Alexandre Gascon. Salut Alex. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est un thermostat. Il faut que tu te règles. Tu sais, des fois, c'est facile d'être fâché, déçu et tout. Non, faut que tu sais, la game, elle continue. Faut que tu continues. C'est what's next. Tu sais, puis je pense qu'on fait une bonne job à essayer de se régler. Puis sans enlever l'émotion, ça prend de l'émotion. Mais l'émotion soit dirigée dans la bonne direction. Si tu joues juste avec de la frustration, c'est dur à se régler comme équipe, tu sais. Mais faut que tu joues avec l'intensité de l'émotion. Faut que tu sois engagé mentalement. Puis faut pas que tu t'embarques trop émotionnellement pour te gâcher ton match, là, tu sais. Puis pas juste individuellement, mais comme équipe. Martin Saint-Louis, après l'entraînement, c'était en début de semaine, lundi, avec une autre de ses très belles analogies. Ça m'a fait penser un peu, mais là, j'aurais pu aller la reconsulter, quoique c'était difficile à trouver. C'est voilà, je ne changerais pas ma technique, mais ça m'a fait penser un peu à Mickey dans Rocky. Tu sais, il dit, à un moment donné, il y a comme un truc sur le feu, il faut que tu contrôles le feu à l'intérieur. Non, Rocky, je l'ai vu 100 fois. Ouais, pas moi. Peut-être que c'est ces détails-là, mais il y a quelque chose là dans la gestion du feu et de l'émotion, justement. Trouvez-vous que le Canadien gère mieux ses émotions, gère bien ses émotions? Gérez-vous bien vos émotions? Martin, est-ce que tu gères bien tes émotions? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui, moi aussi. Ouais. Je pense que oui. Mais Martin a tout à fait raison dans le sens où, dans le sport professionnel, dans le sport en général, il faut éviter les extrêmes. Il faut éviter faut garder un moral le plus constant. Égal. Une concentration et un moral le plus constant possible parce qu'il arrive de mauvaises décisions des officiels, des moments où tout va bien. Là, tu te dis, on est au sommet du monde, mais ça peut changer très, très rapidement. Et d'ailleurs, samedi dernier, on l'a vu... à 3-0, le Canadien menait 3-0, il restait 35 minutes à jouer, les gens chantaient « olé, olé » dans les gradins. Ça, c'est un exemple de passer à l'extrême. Mais eux ne sont pas là pour gérer leurs émotions. Non, je sais, mais c'était particulier. Au contraire. Les gens à Montréal
sont censés connaître le hockey ou le sport. Je pense qu'ils sont tellement en manque c'est ça. de victoires et d'exploits et de moments comme ceux-là. Combien de fois le Canadien a mené par 3 buts dans un match cette année? Contre une équipe... J'aurais dû vérifier, mais d'après moi, c'était peut-être comme la 2e fois là, ou la 3e fois. Là. Et il faut le dire, ça a été une des bonnes soirées depuis longtemps. Là. Il y avait une ambiance particulière. C'était vraiment le fun. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça, alors tant mieux. Mais c'est ça. Si tu veux avoir du succès dans le monde du sport et que tu réagis, tes émotions sont toujours en montagne russe, tu ne peux pas obtenir un rendement constant. Il faut être capable de garder les choses en perspective tout le temps. Bonne leçon de vie en général aussi. Puis bon, rien de nouveau là-dedans. Premièrement, l'analogie du thermostat. C'est pas la première fois. Non, ça a déjà été utilisé. Il l'avait même poussé un petit peu plus loin en expliquant la différence avec le thermomètre, qui lui ne fait que donner la température. Ouais. Mais il y a un thermomètre dans un thermostat. Oui, mais c'est ça. Le thermostat présente l'avantage d'être ajustable. Oui, bien c'est ça. C'est pas le cas mais tu as besoin de la température. Simple thermomètre. Mais tu as besoin de la lecture de la température pour pouvoir l'ajuster. Exact. Et on n'a pas parlé de pression barométrique là-dedans aussi. Non, c'est très important. Ni de calorifère. Non. Ça s'en vient. Restez là. Restez là. Au retour. Calfeutrage. Bref, le Canadien a très, très bien géré. C'est vrai que dans un match comme celui contre les Rangers, il y aurait eu un danger pour s'égarer une fois qu'ils sont venus assez rapidement avec 2 buts, puis rapprocher ça, coller ça, tout ça, puis finalement créer l'égalité. Et ils sont restés assez, je dirais, de glace. Peut-être pas de glace, mais ont gardé le sang assez froid là, pour pouvoir être lucides. Puis ils ont connu une bonne 3e période, malgré tout. Très bonne 3e période. C'est leur meilleure période du match, carrément. Donc, moi, c'est peut-être ce bout-là qui m'a le plus séduit dans cette performance-là, je dirais. Parce qu'au début, ils ont réussi à contenir les Rangers, mais le Canadien ne méritait pas nécessairement de mener 3-0. Ils ont profité de leurs occasions. Les Rangers en ont eu quelques-unes aussi, particulièrement en avantage numérique. Samuel Montembeault était extraordinaire. Et c'est ce qui a fait en sorte que le Canadien a pu se bâtir cette avance-là. Mais ce n'était pas une domination de tous les instants. Mais le fait qu'ils résistent à la remontée, à la poussée, et même c'est là qu'ils ont commencé à disputer leur meilleur moment du match. Moi, c'est ce qui me pas rassure, mais en tout cas, c'est l'élément le plus agréable de cette rencontre-là. Puis évidemment, ça s'est conclu en apothéose, c'était bien. Et Martin Saint-Louis avait dit après le match contre Buffalo, l'important d'une mornif comme celle-là, c'est comment tu y réagis. Et honnêtement, il n'aurait pas pu avoir une meilleure réponse vraiment contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale. C'était très difficile à expliquer comment le Canadien ne s'est pas présenté et a offert une performance extrêmement décevante contre les Sabres après avoir fini le voyage sur une bonne note avec une grosse victoire à Dallas et tout ça. C'est le lot des équipes jeunes qui ont de la misère à projeter et à répéter toujours les mêmes performances d'une soirée à l'autre. Mais la réponse, il faut être content de la façon dont ils ont réussi à revenir. Et 2 matchs auparavant, tu as parlé du match contre Dallas. Souvenons-nous, le Canadien avait remporté une grosse victoire là-bas, mais il y avait eu un moment absolument... En tout cas, moi, ça m'avait estomaqué de voir quand les Stars avaient retiré leur gardien. Je pense qu'il restait 6 minutes 30. C'était 4-1. Et c'est ça, le Canadien avait une bonne avance. Et là, on dirait que les joueurs du Canadien avaient perdu tous leurs moyens, étaient passifs, c'était attaque par-dessus attaque des Stars de Dallas. Et le Canadien est sorti d'une victoire par la peau des dents, là, parce qu'ils se sont fait détricoter complètement durant ces 6 dernières minutes-là. Et Martin Saint-Louis avait dit, on va tirer des leçons de ça. Ce qui vient de nous arriver là, on va tirer des leçons de ça. Alors, quand il faut, à un moment donné, il ne faut pas que tu t'écrases quand l'équipe commence à reprendre du dessus. Quand tu es en position de force dans un match, il faut que tu apprennes à gérer ça. Et même si l'équipe adverse te rejoint, de maintenir à tout prix cette position avantageuse-là. Et je pense que la performance de Montembeault a fait en sorte aussi que les joueurs du Canadien ont continué à jouer avec confiance dans cette rencontre. Ils ont vraiment réussi à juguler ça précisément. Quand les Rangers revenaient, ils se sont serrés les coudes puis ils ont connu leur meilleur moment. Donc l'apprentissage, les leçons ont été tirées et appliquées rapidement. À court terme, oui. Le défi est toujours le même. Est-ce qu'on est capable de répliquer ça, de garder cette constance. C'est qui ce gars-là, Montembeault? Il me semble qu'on le voit pas. Non. Monty. Je veux pas
On n'en parle pas? Comment ça que... Ben, on peut bien. On en a parlé beaucoup. On en a parlé abondamment la semaine dernière. Mais ça a juste affirmé ce dont on avait parlé. On ne le voit pas souvent. On devrait... Disons que là, si restait... La cause est entendue, je pense. Oui. C'était le plaidoyer final, là, samedi dernier, là, de Samuel. Là, puis vraiment... Je pense que la cause est entendue. Et tout le monde le sait, mais ça va se poursuivre à peu près dans cette dynamique-là tant qu'il va y avoir 3 gardiens. Et je pense pas qu'ils puissent continuer à faire ça. Peut-être vont-ils le faire, mais je pense pas qu'ils puissent faire ça et que ça passe comme une lettre à la poste auprès des partisans. Sans parler des joueurs. Oui, les joueurs veulent gagner des matchs, là. Puis les partisans ont adhéré au plan de reconstruction. Et à mon sens, à moi, ce que je comprends de la part des partisans, c'est qu'ils se disent « OK, on a une équipe jeune, on a une équipe en reconstruction, on veut les voir se battre à la vie, à la mort, à tous les soirs. » Mais je pense pas que les gens soient prêts à voir la direction de l'équipe jouer avec le robinet pour contrôler le débit, pour dire, bon, ben notre gardien numéro 1 nous donne plus de chances de succès, alors on ne le fera pas jouer aussi souvent qu'il devrait, ou parce qu'on veut conclure une transaction mineure éventuellement impliquant un gardien. On s'entend, ce ne sera pas un blockbuster si on échange Jake Allen. Ça passe avant la nécessité de gagner des matchs. Et, je regarde ce que les Flyers sont en train de faire, là. Ils sont aussi en train de reconstruire leur équipe. Ils l'ont annoncé, ils l'ont dit ouvertement aux partisans, mais ils vont à la vie, à la mort à chaque match. Là, puis ils se battent pour une place en série. Et à un moment donné, c'est beau d'accumuler des choix. Mais c'est ça. Mais si tu veux former une équipe gagnante, il faut que tu les laisses gagner. Puis si tu veux que ton meilleur gardien devienne un gardien numéro 1 potable, à un moment donné, il faut que tu lui fasses... remplir ces fonctions-là, il faut que tu le fasses jouer comme un numéro 1. Fait que, j'ai hâte de voir la suite de l'histoire parce que là, les gens commencent à en parler beaucoup. Ouais. Mais je suis d'accord. Il y a 2 choses là-dedans dans la suite des choses. Premièrement, le Canadien doit avoir peur de laisser la perversité de la défaite là, s'installer puis s'insinuer dans le vestiaire. Là, non, pas s'insinuer, mais s'insérer, s'instiller, peu importe. Dans le vestiaire, parce qu'on l'a vu, on le sait, on en a parlé souvent, on a donné plein d'exemples, mais quand ça devient une habitude, que ça se répète de saison en saison, puis que vous vous dites, non, mais là, on a plein de jeunes, puis ils sont un peu moins jeunes, puis ils sont prêts, puis ils ont du talent, puis ça va marcher, mais ça peut être long. C'est comme une odeur nauséabonde qui ne veut pas partir. Exactement. Ça peut être très, très long avant de s'en sortir. Les Sénateurs, cette année, en sont un bon exemple. Il n'y a pas d'interrupteur qui dit « Ah, OK, maintenant, vous avez le droit de gagner, on gagne. » On met la switch à on, c'est ça, là, c'est correct. Est-ce qu'on a le droit de gagner? Pas encore. Là, allez-y. Les joueurs le voient bien, ça, quand il y a des décisions qui sont prises, pas pour que l'équipe gagne, tu sais. Je ne vais pas dire des décisions qui sont prises pour que l'équipe perde, mais... pas pour qu'elle gagne, disons, pour pas favoriser les conditions gagnantes. Alors ça devient extrêmement insidieux, c'est pernicieux, c'est vraiment pas une bonne idée. Et je pense que Kent Hughes et Jeff Gorton en sont conscients et probablement que ça fait déjà. Puis Martin disait, il y a une limite à accumuler les choix au repêchage. C'est tout à fait vrai. Le CH, sauf erreur, a déjà 47 des 50 contrats de distribuer. Et ça n'inclut pas David Reinbacher, qui est sous contrat, mais qui, pour toutes sortes de raisons, n'est pas calculé dans les 50 en ce moment. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous voulez, à la date limite des transactions, accueillir un mauvais contrat pour procéder à une transaction, vous avez besoin de marge de manœuvre, tout ça. Là, ils ont 22 choix de repêchage dans les 2 prochains encans. C'est 11 au lieu de 7. C'est énorme. Ils ne pourront pas repêcher tout ce monde-là. Ils ont déjà énormément de défenseurs. Quand vous regardez ça, là, oui, il manque d'espoir à l'attaque, c'est certainement, et puis de talent pur, mais ils ont en ce moment déjà énormément d'atouts. Et tout ne viendra pas de l'interne. Éventuellement, il va falloir qu'il y ait des joueurs qui signent un contrat à Montréal puis qui viennent en renfort. Puis, bon, des échanges et tout ça. Mais personnellement, je pense que le Canadien a peut-être déjà assez entre les mains pour complètement opérer sa reconstruction et devrait viser cette année le mieux possible pour son équipe. Et pour ça, Montembeault devrait garder, à mon avis, 2 matchs sur 3 d'ici la fin du calendrier. Moi, je pense qu'il va en garder 1 sur 2 à peu près, tant que le régime à 3 gardiens ne sera pas terminé. C'est ça, là, depuis quelques semaines. C'est ça. Il a obtenu 8 des 16 derniers départs. Donc, forcément, les autres jouent moins. Allen, 5, Primo, 3.
Alors, c'est clairement lui qui en obtient le plus, mais au bout du compte, il y en a quand même juste 1 sur 2. Et c'est le même ratio que l'année dernière, à peu près. Et là, il est en train de démontrer qu'il est capable de prendre une tâche un petit peu plus soutenue. Tu sais, il a disputé 3 des 4 derniers matchs, puis il a eu là-dessus 2 de ses meilleurs départs de la saison, contre Dallas, à Dallas, puis face aux Rangers. Ouais. Donc, il démontre aussi là, que cette charge de travail-là ne semble pas lui poser problème pour l'instant. Il racontait dans le vestiaire après la rencontre samedi soir que depuis la blessure à Jake Allen, l'an dernier, à peu près à ce temps-ci de l'année, au début du mois de janvier, il est parti pendant un bout de temps, puis Montembeault a eu 8 départs de suite. C'est la première fois que ça lui arrivait dans sa carrière. Bon, ça n'a pas été extraordinaire, mais ça a été 4-4, ce qui était relativement bon dans une saison perdante. Et il a dit à ce moment-là, j'ai compris que je serais capable d'être un numéro 1. Puis il y a comme quelque chose... Mais c'est comme l'interrupteur, dans tout. Hein, ouais. L'interrupteur s'est allumé à ce moment-là. Alors, ils ont déjà énormément en main et ils devraient faire le plus possible pour favoriser les conditions gagnantes pour leur équipe, à mon humble avis, dès maintenant, quitte à finir à 4-5 points des séries puis à être dans le fameux mushy middle. Ventre mou. Exactement. Exactement là où tu ne veux pas te retrouver. Sauf que les Canadiens ont déjà beaucoup d'espoir. Ils ont énormément de choix au repêchage. Ils ont des munitions. Puis si tu veux attirer du monde à un moment donné aussi, là, il faut qu'il y en ait des promesses. Il faut que les gens voient que tu t'en vas quelque part. T'sais. Puis si tu finis encore dernier tout le temps, mais ça se peut que les joueurs n'aient pas nécessairement le goût de venir jouer à Montréal. Kent Hughes était à l'antichambre hier, mon émission de hockey préférée. Ils ont abordé ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est non numérique. J'ai voulu leur rendre hommage l'autre jour, puis ça n'a pas été facile. On n'est pas bon là-dedans. Il a été questionné là-dessus un peu, mais c'est ça. C'est pas... Moi, de ce que j'ai compris en substance, c'est que ce que tu dis là, c'est pour l'an prochain. C'est comme si cette année, on était encore en mode... Moi, j'ai retenu qu'il a dit qu'il enclenchait la phase 2 du plan après cette saison-ci. C'est ça, c'est ça que je viens de dire. Je pensais que tu voulais dire... moi, la phase 2 du plan, c'est un peu ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire là, un peu à la manière des Flyers, puis on va en parler un peu plus tard, mais... c'est que là, on arrête de faire assemblant, là, puis on arrête de jouer au Monopoly. C'est une expression sur laquelle j'ai travaillé dans le temps des fêtes. Parce que là, on joue au Monopoly. T'sais, on a des terrains, puis on veut vendre des terrains, puis essayer d'avoir plus d'argent. C'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est d'essayer de gagner des matchs. Mais les gens qui paient des billets 250 $, là, c'est pas pour aller voir du Monopoly. Ils veulent voir la meilleure équipe possible sur la glace. Oui, le 6-1 contre Buffalo, là, en fin de deuxième période, il n'y avait plus grand monde dans les gradins aussi. Là. Je me suis mis à... Parce que je suis jeune et cool, encore. Ben oui. D'ailleurs, quand on insiste là-dessus, c'est souvent un trait caractéristique d'un jeune et cool. Ouais. Voilà. Tous les jeunes et cool disent ça. C'est une question de respect à 2 volets. Là. Il y a le respect des amateurs qui suivent l'équipe. Il faut que tu places la meilleure équipe possible sur la patinoire avec les éléments que tu as. Et l'autre, c'est le respect de l'athlète. Montembeault, je trouve que c'est un manque de respect à son endroit. Là. Est-ce qu'on oserait faire ça avec Cole Caulfield? Dire, bon, mais Cole Caulfield, il marque trop de buts ces temps-ci. Il fallait jouer sur le troisième trio. Il fallait jouer sur le troisième trio, puis on lui donne plus d'avantage numérique. Non, ça n'aurait aucun bon sens. Alors pourquoi on se permet ça avec Montembeault? Il offre un rendement qui est meilleur que les 2 autres gardiens. Il devrait jouer nettement plus que les 2 autres gardiens. Et ça, on l'a dit quand il n'y avait pas de contrat. C'était encore pire, parce qu'il n'y avait même pas la chance de montrer des performances pour avoir des arguments de négociation dans son contrat. Non, la vérité, c'est que Montembeault, il est pas mal fin. Il est pas mal fin dans tout ça. Ouais. Non, j'allais dire, je me suis mis à suivre sur Instagram une bande de joyeux fans, des espèces de fous furieux qui font des rassemblements autour du Centre Bell après les matchs, puis c'est assez décalé. Ça s'appelle HF TV, je l'ai su sur le Instagram parce que je suis jeune, mais pas tant que ça. Justement, il y avait des partisans qui témoignaient, qui étaient venus. Ils avaient fait 3 heures de route, avaient acheté des billets à 300$ pour aller voir le match contre les Sabres. Non, c'est ça. Ils étaient moins emballés que, disons, d'autres. Que ceux de samedi soir. Que ceux de samedi soir dernier. Et ça, je pense que ça va être ça va faire de plus en plus partie là, de l'ambiance. Les gars se font des compliments, parce que je voulais revenir sur le texte que tu as écrit, Alex, sur les comment dire... Je suis pas capable de... Les frères d'armes. De Northeastern. Oui. Puis là, Martin disait, t'as écrit là-dessus. Là, Alex, je sais pas, mais... Martin t'a envoyé un texto pour te... De m'envoyer un compliment de vive voix pour me dire que c'était un excellent texte. C'était bon.
C'était bon. Puis, ce qui était bon, surtout, c'est que c'est tout à fait dans l'air du temps parce que Struble... moi, je me rappelle, il y a quelques semaines, quand on parlait de la hiérarchie chez les défenseurs, tu me disais avec beaucoup d'à-propos, attendons, parce qu'Harris était blessé, tu disais, attends un petit peu, là, le gros. Tu n'as pas dit ça comme ça, mais dans ton sous-texte. Harris jouait 18 minutes quand il était là, puis là, Harris joue 13-14. On n'est pas exactement au même point. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Peu importe. Oui, voilà, Struble. Sauf que là, ça ne tient plus, ça. Ça tient plus. Rien ne va plus, Alexandre. Voilà. Mais c'est qu'il y a une démarcation nette entre, et c'est normal, les 15 premiers matchs de Jayden Struble et ce qu'on voit depuis Noël, donc depuis 6 rencontres maintenant. Et puis, Martin Saint-Louis est allé progressivement avec ce jeune homme-là. C'est normal. Quand Struble est arrivé, on ne savait même pas s'il allait jouer. Hein. Rappelez-vous, on l'a rappelé juste avant le voyage en Californie. À ce moment-là, Harris était du voyage. On s'est rendu compte à Los Angeles/Anaheim que finalement, il était blessé. Alors, on l'a renvoyé à Montréal. Lui a fait un petit aller-retour là, à travers le continent. Le médecin, 2 voyages en avion, c'est ce qu'il... C'est recommandé. Recommandé, oui. Ouais. J'espère que c'était pas un caillot sanguin parce que ça aurait été d'autant plus néfaste. Mais voilà, donc, alors, Struble s'amène avec l'équipe. Sait même pas s'il va jouer. Jordo, comme il l'a appelé hier. Jordo, blessé, retourne à Montréal. C'est bon, ça. Struble saute dans l'alignement. Puis au début, commence, joue 10, 11, 12 minutes tranquillement. Puis tout le monde fait comme, tu sais, bel aplomb, rien de compliqué, mais assurance. Clairement, pas vraiment d'hésitation. Aisance. Ouais. Mais tu sais, affronte les 3, 4e trios, tout ça, se complique pas la vie, joue pas trop. Et là, tranquillement, mais OK, aisance. Puis là, 13 minutes. OK, ça se passe toujours bien. 14, 15. Ça a continué comme ça. Puis hier, Saint-Louis disait, j'ai été assez surpris de son rendement pendant les 5, 6, 7 premiers matchs que je l'ai vu jouer. Il dit là, je le suis comme moins là, parce que c'est un peu à ça que je m'attends. Et il s'est mis à lui confier de plus en plus de responsabilités. Et depuis Noël, donc la dernière portion du voyage et les 2 matchs à Montréal depuis, Struble est le 3e défenseur le plus utilisé de l'équipe derrière les 2 vétérans. Donc, tu as Savard Matheson, qui, eux, joue énormément. Après ça, Struble, c'est pas une montagne non plus, là, mais c'est un petit peu plus de 18 minutes. Donc, ça a commencé. Les 15 premiers matchs, il jouait 13 environ. Les 6 derniers, il joue 18. Un saut de 5 minutes, là, c'est énorme. Et on l'a vu contre les Rangers. En prolongation. En prolongation. Bon, sa présence a duré presque 2 minutes. Ça, c'était pas voulu, les enfants. Mais c'est quand même... Il a joué en prolongation avant Justin Barron. Ben avant, Barron n'a pas joué. Harris n'a pas joué non plus, puis ces gars-là en ont fait des présences en prolongation. Est-ce que Monkaden a joué? Monkaden a joué. Alors, Struble a été le 3e sur la liste, mais quand même. Matheson, Goulet et puis Struble. Il s'est fait prendre, il a été coincé, il est resté un petit peu trop longtemps dans sa zone. C'est pour ça que ça a duré presque 2 minutes. Mais c'est drôle quand même parce qu'en fin de présence, peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent ou vous irez le revoir, mais ça doit faire 1 minute et demie qu'il est sur la glace. Puis là, c'est Panarin qui a la rondelle dans le fond du territoire. Puis lui, je pense qu'il a un petit peu plus de jus. Et là, il est 1 contre 1 avec Struble, puis il le fait travailler, tu sais, puis on se disait, oh là là, l'autre, il est brûlé, ça pourrait mal finir. Mais il a été capable de le suivre tout le long. Puis il a dit j'espérais juste à un certain moment qu'il ne se rende pas compte que j'avais plus mon head, j'avais plus d'emprise sur la glace, puis que s'il faisait un petit virage sec vers l'intérieur, j'étais battu, là, j'étais cuit. Mais il s'en est pas aperçu à temps. Puis bon, j'ai réussi à garder un autre patin bien ancré dans la glace, puis je l'ai suivi. Puis il a annihilé cette menace-là, alors que ça faisait 2 minutes qu'il était sur la glace. Il y a eu aussi 2 présences dans les 2 dernières minutes de la 3e période, quand c'était 3-3. Donc, tu sais, ce sont des témoignages de confiance. Ce sont des signes qui ne mentent pas. Et puis, encore une fois, je le répète, c'est rien de compliqué. Jayden Struble, ce ne sont pas des grands flashs. Ce ne sera pas un grand défenseur offensif. Mais il a clairement bousculé la hiérarchie du Canadien en ce moment. Et puis, ça ne fait que 21 matchs, mais l'échantillon commence à avoir de l'allure. Et il ne fait que progresser. Le jeune homme du Rhode Island, de la Nouvelle-Angleterre. Et... il a bousculé la hiérarchie. Je pense qu'en ce moment, il passe un peu devant Jordan Harris. Probablement que le Canadien ne s'y attendait pas. Ne s'attendait pas à un rendement du genre de sa part si rapidement. Ce serait sa première année professionnelle. Là. Il a joué une 20aine de matchs dans la Ligue américaine aussi, en tout et pour tout. Alors là, ça fait en sorte qu'Arbor Xhekaj est encore à Laval. Il joue très bien en ce moment. Ça se passe bien. Puis tant mieux, probablement que ça va avec Logan, apparemment, bon que ça fait son tout attitude aussi. Mailloux joue mieux depuis une dizaine de parties également.
Probablement que Xhekaj serait de retour à Montréal là, si Struble... Puis, tu sais, le défenseur qu'on a mis de côté quand Harris est revenu, c'est Kovacevic, pour qu'il connaissait des temps plus durs. Mais c'est vraiment un signe que le numéro 47 là, a grimpé très, très rapidement les échelons. Après, Saint-Louis a dit il y a quelques semaines, il faut faire attention de ne pas mettre un jeune joueur qu'on connaît peu, pas l'enfermer dans une boîte trop rapidement. Là. Lui accoler une étiquette et dire lui, ça va être ça, puis c'est ça qu'il fait, puis c'est ça son potentiel maximal. Alors, il est en phase découverte avec Struble, puis j'ai l'impression que ça va se poursuivre un peu. Et peut-être que ça va dicter certaines des décisions que certainement le Canadien va avoir à prendre rapidement. Mais ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'on parlait des frères d'armes de Northeastern, c'est que lui et Harris sont amis d'enfance, amis d'adolescence, disons, se sont connus dans le hockey mineur. Struble a 1 an de moins, donc ils ne jouaient pas si souvent ensemble. On jouait une fois l'un contre l'autre, Harris disait, je pense, à l'école secondaire. Ils ont passé 3 années à l'université ensemble. C'est des buddies, là, c'est des chums. Puis Harris était vraiment candide hier en disant... C'est fou, là. On espérait que ça se passe comme ça, mais là, on était le duo qui a affronté le premier trio des Rangers, celui de Kreider, Zibanejad et Wheeler. Notre rôle, c'était de les éteindre offensivement. On jouait ensemble avec le Canadien. De le faire dans ce contexte-là, puis de se tirailler comme si c'était des gamins à la fin des entraînements ensemble, comme on le faisait à l'université dans le temps. Mais là, on le fait ici, à Montréal, dans ce contexte-là. C'était un peu surréaliste. Puis les gars étaient vraiment... J'étais comme vraiment content, fait que c'était le fun. C'était une belle histoire, je trouve. Ce que je trouve impressionnant dans le jeu de Struble, c'est qu'il ne complique vraiment pas les choses. Son jeu est lisse et il commet très peu d'erreurs durant un match. Il fait toujours progresser le jeu, il prend toujours l'option l'option plus d'allure simple qui se présente à lui au lieu d'essayer de compliquer les choses. Puis un gars comme Byron a tendance, des fois, on le voit, là, il y a la rondelle, puis son partenaire, ça peut être son partenaire de jeu à ses côtés ou un ailier qui est découvert, qui est vraiment prêt à recevoir la passe. Puis Byron a tendance à prendre 2 ou 3 enjambées de plus avec la rondelle. Puis là, le jeu se referme, mais là, ça se complique. Là. Un peu comme Petrie faisait, hein? Oui, Petrie faisait ça. Petrie n'était pas un gars avec une vision du jeu extraordinaire. Ça en sortait par le reste, là, mais Struble a l'intelligence de faire progresser le jeu rapidement. Il voit que la ligne est là, que le jeu est simple, mais la ligne est là et ça permet de faire avancer le jeu tout de suite. Il le fait. Il se place très rarement en difficulté quand il est en possession de la rondelle. Il ne fait jamais mal à son équipe. Il ajoute une dimension physique qui est extrêmement intéressante. Là, il distribue quelques bonnes mises en échec à chaque match. Il est alerte. On voit qu'il cherche toujours à voir est-ce que il y a quelqu'un autour de moi qui est en train de se dégager ou de se placer en bonne position pour tirer. Est-ce que je dois couvrir quelqu'un? Alors, c'est un gars qui est très intelligent et il n'y a pas des habiletés... il n'y a pas un gros tir. C'est ça. Il ne deviendra pas un défenseur offensif, tout ça, mais il aide l'équipe, il place l'équipe toujours en position favorable. Et il est très constant, son jeu est lisse. C'est ça, tous les entraîneurs aiment ça. Là. Je comprends Martin Saint-Louis d'être tombé en amour avec ça. Et j'ai hâte de voir s'il va pouvoir maintenir ça, s'il va trébucher à un moment donné, s'il va vouloir en faire plus pour se dire, bon, mais là, je suis capable de... J'ai été capable de tout gérer ça de cette façon-là. Est-ce que je peux en donner un petit peu plus? C'est la façon dont il joue là, c'est absolument parfait. C'est drôle parce que Saint-Louis a dit hier, Struble a dit que la seule fois qu'il y a eu une discussion avec Saint-Louis, je veux dire, il se jase puis tout ça, puis il y a beaucoup de renforcement positif puis d'encouragement, là, mais la seule fois qu'il y a eu une espèce de petite discussion, c'est quand il l'a envoyé un petit peu sur la deuxième vague d'avantage numérique, puis il a dit, regarde, enfle-toi pas la tête avec ça, là. T'sais, continue, c'est juste comme une petite mise au point, continue à faire exactement ce que tu fais, puis Struble le répétait ça, puis il a dit, regarde, Puis j'ai dit non, regarde, fais-toi-en pas, je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, fait que moi, je continue à faire mes trucs, puis... Alors, j'ai pas l'impression que c'est le gars qui va s'enfler la tête, puis... Mais c'est des gars brillants. Puis oui, c'est des gars intelligents, effectivement. C'est ce qui se reflète dans ton texte, entre autres. Tu vois que c'est des... C'est ça. Ils ont passé 4 ans à l'université. Je ne veux pas mettre ça uniquement là-dessus. Non, pas que les gens brillants sont tous allés à l'université, c'est pas ça du tout, là, mais... OK, les universitaires, là, vous n'êtes pas tous brillants. Non, mais tu sais, Harris, par exemple, disait... Ben non, évidemment, peut-être même plus... Non, mais je l'ai pas fait peut-être même un plus grand ratio d'épais parce qu'ils pensent qu'ils sont brillants. On ne sait pas. Mais tu as raison, il ne faut pas faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gars qui ont les valeurs à la bonne place, je pense. Puis ils sont un petit peu plus vieux aussi. Ils arrivent dans la ligue un peu plus vieux, donc il y a une plus grande maturité. Tu sais, Harris l'avait dit dès le départ. Là, on parle de Harris, mais
Il avait dit dès le départ, moi, j'ai pas vraiment l'intention de sauter chez les professionnels avant d'avoir fait mes 4 années. Là. Premièrement, je veux vivre cette expérience-là. Deuxièmement, je veux mon diplôme parce que je sais pas qu'est-ce qui va arriver en sortant de là. Tu sais. Ce qui est un grand signe d'intelligence. Ben oui, de maturité en tout cas. C'est un peu la même chose. Je suis pas d'accord quand vous dites... c'est pas parce que ce sont des universitaires, mais moi, c'est pas à cause des études en tant que telles, mais c'est le contexte. Les gens réalisent pas... ces gars-là jouent quand ils sont à l'université, ils jouent du hockey de haut niveau. Ils s'entraînent à tous les jours, soit au gym, soit sur la patinoire. Ils ont un horaire académique exigeant à remplir. Ils doivent étudier leur temps libre. C'est un meilleur cadre. Ils étudient, c'est ça. Ils doivent maintenir des notes aussi. Tu dois maintenir des standards académiques. La plupart ont des bourses d'études pour être là et tout ça. Et c'est compétitif aussi. Il faut que tu gardes ta place dans l'équipe et tout. Et... donc, c'est un horaire extrêmement exigeant à gérer. Là, ils ne font pas juste du hockey puis 2 heures d'école par jour. Là. C'est vraiment rempli du matin au soir. Et quand tu sors de ça, de cet environnement-là, et c'est stimulant aussi, il faut le dire. Là, quand tu vas à l'école, quand tu vas à l'université... Un campus de Boston. Et les entraîneurs le disent. Je parlais avec Pascal Vincent quand les Blue Jackets sont venus. Il y a un de ses joueurs qui est un ingénieur. Tu discutes. Quand tu passes le gars dans... Kovacevic en est un bon exemple. C'est ça. Un bac en ingénierie. Voilà, c'est ça. Quand tu fais venir le gars dans ton bureau pour jaser de son match, le gars, il va être capable de débattre. C'est une expérience de vie plus riche. Ça, c'est sûr. Exact. Et le gars arrive à 22, 23 ans. Il a plus de maturité que lorsqu'il arrive à 18 ou 19 ans. Donc, ça fait en sorte que ce sont des individus intéressants à diriger dans une équipe. Là. Cela dit, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'apporterais la nuance qu'il y a aussi des gens pour qui l'expérience universitaire américaine, des Québécois ou Canadiens, tourne mal, dépendant où ils sont envoyés, puis qui les coach. Puis, mais dans bien des cas, puis peut-être un petit peu encore plus pour les Américains là, qui sont chez eux, c'est généralement une mais ça, c'est partout. Il y a des gars qui vont jouer junior qui ont des expériences fabuleuses. C'est la meilleure expérience de leur vie. Oui, ils disent que ça a été les meilleures années de ma jeunesse, mais il y en a d'autres, c'est de mauvaises expériences aussi. C'est certainement un cadre moins... on en a déjà parlé de ça, là. À choisir entre le cadre universitaire américain ou le cadre du hockey junior canadien... C'est pour l'épanouissement personnel. Évidemment, chaque individu en fait ce qu'il va en faire, là. Mais il y a un cadre qui est mieux que l'autre. Là. Ben oui. Ben là. Ça dépend, c'est quoi ton objectif? Ben, ton objectif... Ben... C'est parce que il y a beaucoup de sur Instagram, ça va être ça. C'est parce que c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant, mais il y a beaucoup de cas par cas là-dedans aussi, tu sais. Puis d'un pur point de vue de développement hockey, il y a des mauvais entraîneurs aux États-Unis. Puis il y a des contextes. Puis il y a des mauvais entraîneurs au Québec, en moins, en Ontario aussi. Non, il n'y a pas de système. J'ai l'impression que le système non, il n'y a pas de système parfait. C'est pas ça que je dis. Je pense que tu as plus de chances de tomber, pour te développer purement d'un point de vue hockey, tu as plus de chances de tomber avec des connaisseurs qui risquent de te faire progresser dans un système comme la JMQ. En même temps, tu choisis même mais pas. Mais c'est sûr que si tu as une magnifique bourse à BU, c'est autre chose. Là, OK? Alors, c'est pour ça que je dis là, que c'est vraiment du cas par cas. Puis, on verra. Mais tu sais... On pourrait faire une émission complète là-dessus. Une émission spéciale sur un campus. Ça serait bon. T'as trouvé le titre drette comme drette là. Tellement hockey sur le campus. Mais écoute, c'est plus qu'un débat, c'est une discussion ultra intéressante. Oui. Puis j'adore le modèle du développement universitaire. Là, c'est pas ça, c'est juste d'apporter des nuances que de simplement dire il y a un cadre qui est mieux que l'autre. C'est moi qui ai dit ça. C'est toi qui as dit ça. Puis moi, j'ajouterais à ça oui, mais... ça dépend. Tu connais ma tendance à mettre des astérisques partout. Nuances, pas capable de prendre une décision, finalement. Là. Pourquoi on parlait de ça, donc? Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. C'est les 2 extraits qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi on parlait de ça? Ça, d'ailleurs, Jack, ça devrait revenir là, en boucle tout le temps. Pourquoi on parlait de ça? On a demandé sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, parce qu'on est un peu dans le ventre mou de la saison, de quel joueur du Canadien on parle pas assez?
évidemment, il y en a qui se trouvent Ça pour dire que existe, ça n'existe pas. Wow. Oh oui, c'est revenu. Mais sur le book, il y a Julie qui dit David Savard. Oui, c'est vrai. Toujours sur le book. On est dans une ville où l'ancien préposé à l'équipement a publié 2 livres. Fait que Le tome 3 sera disponible cet été. ça a l'air que ça va être le meilleur. Ouais, semble-t-il. Ce sont des best-sellers. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir un tome 3 pour vrai? Excitez pas le monde, là. Pardon. Excusez. Je me suis étouffé. Je voulais juste dire, c'est ça. Il y a Non, des joueurs anonymes dont on parle peu à Montréal. Hey, s'il fallait qu'un DG se mette à écrire un livre, là, ça va être 2 triptyques. Oui, puis tu peux déjà magasiner ton bateau parce que vous allez en vendre un et un autre. L'achat d'un bateau est représentant pour moi le comme... La dépense folle. T'as de l'argent à dépenser. Okay. OK, toujours sur le book. Parce que la maison en Toscane. Non, c'est ça. Non, c'est assez standard. C'est standard, c'est de base. Moi, c'est dans tous mes contrats. Donc, sur le book, toujours, Serge Comeau, l'aveuglette. Ah, c'est vrai, la passe à l'aveuglette. On n'en parle jamais de l'aveuglette. Ah, Gabriel, Pezzetta, toujours dans le tapis. C'est vrai qu'on n'en parle pas de Pezzetta. Hein, on n'en parle pas. Mais pour ceux que ça Merci, intéresse, Sœur a écrit sur lui hier. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit, Sœur? Parce que je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il... Parce que l'anglais, c'est pas ton... Moi, je parle pas anglais, en fait. Là, d'ailleurs, tu as fait référence à Sœur la semaine passée aussi. Je voulais juste être sûr. Eric Angels. Eric Engels. Ah, ben là, Sir Angel. Sir Ouais, Angel. là, tu vois, regarde. Eric c'est Engels. bon. Okay, mais pour ceux qui auraient besoin de contenu sur Michael Pezzetta, Sportsnet. Sœur a écrit là-dessus hier. Sir Engels. Sir Engels. Gabriel aussi. Ilonen, le gars clutch. Ilonen, c'est... Non, OK. Ilonen, il me connaît des bons moments par le temps qui court. Ah, honnêtement, ouais, il est en train de... Il est en train d'éclore sous nos yeux. Pour vrai, c'est oui. ça qui se passe? Oui, on est là. On n'en parle même pas. Ben, on en parle. Je suis en train de t'en parler. Ah, OK. On en parle un peu. Moi, j'ai aucun gars dont on parle pas dans cette équipe. Non, mais Ilonen, c'est intéressant parce qu'avec Emile Heinemann, il y a peut-être là quelque chose qui va se passer. Emile James Heinemann. C'est trop. C'est trop. Tu commences à saigner du nez. C'est trop. Puis, sur le book, sur le gram, il y a Modo 26 qui dit métal. Non, métal, on en parle. Ça, on n'en veut plus. On veut plus en parler. On en parle assez. Les références de Richard Labbé à métal dans son traditionnel texte du temps des fêtes. C'était bon, hein? C'était savoureux. Bon. Prédiction 2024, là, je sais pas trop, hein? Ça me fait beaucoup rire. Martin m'a dit, l'as-tu lu? J'étais le nom pas encore. Il dit, vas-y, j'ai ri de bon cœur à quelques occasions. C'est vrai qu'il y avait des bonnes piques. Alors, donc, l'antichambre, Sportsnet, Richard Labbé. C'est ça. C'est ça. Pas besoin. Ça, c'est bon. OK, on prend quelques minutes pour sortir de Montréal. D'ailleurs, je vous le donne en avant-première. Là, une des prochaines questions du public, ça va être de quel joueur on parle passer à l'extérieur. Et bonne idée. Ça, mon vieux, il y en a un et un autre. Ça, c'est une bonne idée de question. Mais oui, mais c'est comme un concept. Ça va ensemble. OK, un mot vite sur William Nylander, qui ne signera pas avec le Canadien. C'est ça, c'est ça, parler des joueurs à l'extérieur. Comme Christopher Le Temps et Patrice Bergeron. Ouais. Mais il paraît que ça s'est joué à ça. Non, mais là, c'est parce que le talent, là, le talent de pointe là, dont tu parles tout le temps, là, ça sera pas lui. Ça sera pas lui. Ça pourrait être un autre. Êtes-vous... c'est quoi? C'est 11,5 sur 8 ans. 11 millions et demi sur 8 ans. 92. 92 millions au total et 69 en boni de signature. Donc, énormément de millions de dollars. C'est un contrat qui n'est pas vraiment rachetable. Je le mets entre guillemets, là, mais si jamais ça tournait mal dans les dernières années. Écoutez, William Nylander... connaît la saison de sa vie. Oui, mais l'année dernière, il a marqué 40 buts. Je veux dire, il est clairement aussi en train de s'établir comme une grande vedette. Ce n'est pas le moins bon des 4 fantastiques. Moi, je les appelais comme ça, je pense. Les 4 fantastiques. Ça a mal vieilli. Oui. Ce n'est pas... parce que c'était un peu le laissé pour compte. Puis c'était le gars dont, à Toronto, on attendait qu'il prenne un rabais. C'était un peu ça, William Nylander. Les autres coûtent tellement cher. Matthews, il mérite d'être payé comme il est payé. Tavares, c'est le premier gros contrat de la gang. Puis Mitch Marner, il fait tout. Puis
puis William Nylander. Puis il n'avait pas dû faire la grève pour obtenir 6,9 millions. 1er décembre qu'il avait signé. Oui, cette première saison-là avait été difficile parce que forcément, il faisait des ronds en Suède pendant 3 mois pendant que les autres jouaient. Là, alors, ça avait été compliqué de rattraper le rythme. Mais depuis ce temps-là, Nylander, ce n'est que des grandes saisons. L'année dernière, 40 buts, 87 points. Là, il est sur un rythme de plus de 45 buts et de 110, et même un peu plus, 110 points. Il est au sommet de sa carrière et de son talent. Et puis, si tu perds un gars comme ça, tu passes ton temps à essayer d'en trouver un autre, là, dans le sens que c'est pas... alors, les Leafs, selon moi, se devaient de trouver une façon de lui faire de la place. Celui qui est un petit peu en trop présentement, c'est Tavares. Heureusement pour Toronto, son contrat achève. Il ne reste qu'une autre saison. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir gérer ça d'ici là, mais ce que Nylander a dit, c'est « Moi, je ne prendrai pas d'entente au rabais pour Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. On va faire comme tout le monde ici. Je vais exiger le maximum. Arrangez-vous. Avec raison. Avec raison. Et le contrat de Nylander, il faut que tu le places dans le contexte torontois, où Matthews va gagner 13 points quelques l'année prochaine, où Marner surfe sur son vieux gagné de 10,9 depuis 5 ans maintenant. Donc, lui aussi, ça va être plus. Lui, il peut renégocier dès cet été. D'ailleurs, vous allez commencer à en entendre parler très bientôt. Là. Toute l'attention va se tourner sur Mitch Marner maintenant. Alors, tu sais, Nylander a dit, moi, je vais être payé à ma juste valeur. Puis ici, le standard, c'est Matthews. Est-ce que je vaux 4 millions de moins que Auston Matthews? La réponse, c'est non. Il était plus que la moitié. Il était à moins de... Avec le contrat de l'année prochaine. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, son ancien salaire versus le nouveau salaire. Il était presque à la moitié, oui, c'est ça. Alors là, c'est ça. Cette période-là est terminée. Il a bien fait. Ça va poser des problèmes éventuellement à Toronto. J'ai hâte de voir comment ils vont manœuvrer à travers tout ça, mais je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Et on connaît les déboires des Leafs en série. J'ai souvent sorti des statistiques là-dessus. Parce que tu ne l'as pas mentionné, mais moi, c'est la première chose que j'aurais dit au sujet de Nylander. Exact. Ce que Matthews et Marner faisaient dans les matchs à élimination, là, par exemple, et les statistiques étaient épeurantes, dans le sens de pas bonnes. Et Nylander était toujours de loin le gars qui produisait le plus. C'est un guerrier en séries éliminatoires. Fait que la saison prochaine, donc, les Maple Leafs vont avoir... ils vont avoir quoi, 45 millions consacrés à 4 attaquants? À tes 4 fantastiques? Aux 4 fantastiques, 3 fois 11 plus 13, ça fait 46, là, à peu près. Oui, ça fait pas mal. Ça fait plus de la moitié. Ça fait assez concentré et ça va compliquer la tâche du directeur général parce que le défi, ça a toujours été ça. Et Kyle Dubas, je pense qu'on en a déjà parlé, mais Kyle Dubas était extrêmement habile pour trouver le personnel de soutien pour entourer des joueurs qui gagnaient peu d'argent, mais qui étaient quand même capables d'être efficaces et de représenter un deuxième tiers dans l'équipe là, qui était quand même compétitif. Et que t'es mieux de ne pas l'échapper parce que c'est un travail que les Maple Leafs ont à refaire année après année. Ouais. Ça. Ouais. Et avec autant d'argent concentré sur 4 joueurs. Et là, ils ont été chanceux au fil des ans aussi parce que ces 4 joueurs-là sont presque jamais blessés. Mais c'est ça peut devenir catastrophique assez rapidement là, si tu te trompes une année. Et je trouve que l'été passé, d'ailleurs, ils n'ont pas réussi trop leur année avec des Max Domi, etc. 46 millions sur 4 joueurs, puis en ce moment, les 12 attaquants du CH, c'est 39 millions. Les 12 attaquants. Les 12, oui. Non, mais moi, c'est une formule dans laquelle je peux pas croire et j'ai l'impression que tant que quand le contrat de Tavares va arriver à expiration, ce serait étonnant là, qu'ils embarquent un autre attaquant à plus que 10 millions là, dans l'équation. Faudrait que ça serve à un défenseur. Tant qu'on sera pas là, je serai très, très étonné. Je vois pas comment ça peut fonctionner. Il y a tellement... Tu sais, c'est pas besoin d'être un grand stratège ou un grand Manitou, ou même juste de connaître le hockey là, pour figurer que tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier puis espérer que, justement, le rafistoler là, avec du personnel. Puis je veux dire, ça fait combien de temps que ça marche pas? Ça fait plusieurs années. 6 ans, oui. Puis, tu sais, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait cette année. C'est ça. À date, l'histoire te donne raison. OK, mais bravo, William. Je parlais de Montembeault tantôt qui est fin. Il a été fin, William, avec son 6 millions et quelques. C'était un contrat très avantageux. Ouais. Mais je vais faire juste une petite parenthèse parce que tu as dit, Martin, il a bien fait
Un joueur ne devrait pas accepter d'être payé en deçà de sa valeur. Mais je parlais dans son cas à lui, parce que les autres ne le font pas. Des fois, au sein d'une équipe, Crosby, Malkin, Le Temps, Fleury à Pittsburgh, à l'époque, avaient accepté d'aller une coche en bas en disant « On vit dans un contexte de plafond salarial. À la fin de ma carrière, je vais avoir gagné. » Un gars comme Crosby va être quoi, 120 millions de gains? Il va sûrement signer un autre contrat aussi. Que j'ai eu 120 ou 140 millions, ça ne va pas changer grand-chose, mais ma priorité, c'est de gagner. Donc, je veux laisser de l'attitude... Mais à Toronto, il n'y a personne qui fait ça. Alors pourquoi Nylander le ferait? T'es comme l'idiot du village. Il l'a un peu fait, là, d'ailleurs. C'est ça. Il a fait, c'est ça. Ouais. Fool me once. Ils ont un adage là-bas à Toronto. Oui. Mais en même temps, c'est une profession de foi incroyable envers la direction de ton équipe de dire donnez-moi moins d'argent, puis il faut que les bonnes décisions soient prises. Parce que, mais en tout cas, tu regardes dans le vestiaire autour de toi, puis tu dis là, c'est une partie de mon salaire ici, puis on gagne pas. Tu leur donnes une chance de prendre les bonnes décisions. Ouais. Mais c'était ce que Le Temps avait prêché là, dans une longue discussion estivale qu'on avait eue avec lui à un moment donné, où il donnait l'exemple de Toronto, justement, puis il disait marche pas, ça. Ça marche pas. Les kids qui viennent de débarquer, qui gagnent 11, 12, 13 millions, ça marche pas. Ça, c'est tant mieux pour eux, mais on gagne pas comme ça. Puis à Pittsburgh, regarde Crosby, 8,7 depuis 12 ans. Mm-hmm. C'est ça. Alors, à eux de prouver le contraire. À Toronto, de prouver le contraire. Je pense qu'il va falloir patienter encore un peu. OK, on l'avait annoncé, on va conclure avec ça. Transaction importante. Oui. Je ne savais pas, moi, que Cotter il ne voulait pas jouer à Philadelphie. Moi non plus. Cotter Gauthier, donc, un choix élevé de premier tour, 5e au total en 2022. Merci, Alex. Qu'on a vu au récent Mondial Junior avec les États-Unis. Ne voulait pas jouer. Et ça, on parlait du système américain tout à l'heure. On parlait du cadre. Ça, c'est un autre avantage pour les joueurs qui jouent aux universités américaines. S'ils disent « Moi, je ne viendrai pas », tu peux attendre. Puis si tu attends, ils vont devenir joueurs autonomes ou tu peux les échanger et essayer de faire quelque chose avec ça. C'est ce que Daniel Brière a fait hier en allant chercher Jamie Drysdale. C'est quand même des espoirs là, de haut niveau dans les deux cas. Là. Ouais. La situation inconfortable. Tu sélectionnes. On sait comment fonctionne la préparation du repêchage. Les équipes de recruteurs font leur devoir, prennent le plus de renseignements possible, rencontrent les espoirs, leur posent des questions. Alors, les Flyers ont misé sur Cotter Gauthier, qui est il faut le dire, là, c'est un attaquant de puissance qui a des habiletés qui font rêver. Impressionnantes. Ouais. Il a été très, très bon au dernier championnat mondial junior, d'ailleurs. Et là, quelques mois après avoir été sélectionné, après le championnat mondial de 2023, Cotter Gauthier a dit aux Flyers que finalement, il ne voulait pas signer de contrat avec eux. Ils ont tenu ça mort. C'est normal qu'on ne le savait pas. Il a refusé d'aller au camp de développement de l'équipe, ne voulait pas parler aux journalistes de Philadelphie. Et donc, Daniel Brière et Keith Jones, le président de l'équipe, sont allés au dernier championnat mondial en Suède pour le rencontrer, pour faire un plaidoyer. Dire, voyons, on a une organisation de première classe, on veut t'avoir. Il n'a même pas voulu les rencontrer. C'est ce que Daniel a dit hier. Et c'est très particulier comme situation. Mais c'est ça, quand un joueur américain décide de ne pas signer avec son équipe, les équipes doivent l'accommoder parce que quand les joueurs les joueurs universitaires terminent leur 4e année d'université, s'ils n'ont pas signé pas de contrat avec leur équipe qui les a sélectionnés, ils peuvent redevenir autonomes et choisir leur propre équipe. Alors, tu perds un choix, tu ne peux pas laisser partir comme ça un 5e choix au total, et ça a forcé la main aux Flyers. Et Daniel a conclu, je pense, une très, très bonne dans les circonstances, transaction. Drysdale, il a été blessé la saison dernière, il a joué juste 8 matchs. Il en a joué, il est blessé encore cette année, il a encore été blessé. Mais c'est un gars qui patine comme le vent, qui distribue bien la rondelle, qui est capable de gérer un avantage numérique, d'être le quart arrière sur un avantage numérique. Et ils ont fait leur devoir avec l'équipe médicale pour voir si ça posait problème. Là, mais en tout cas, ils vont... Et c'est une lacune du côté des Flyers, le côté défenseur. Donc, mais c'est quand même étonnant de voir qu'un jeune joueur comme ça qui vient d'être sélectionné
annonce à son équipe, non, moi, je veux pas. Il a changé d'idée parce qu'au repêchage, il disait qu'il était content, il était fier. C'est dans le moule des Flyers de Philadelphie. Ce gars-là, s'il y en a un qui correspond c'est à... pas les Blue Jackets. Enfin, je veux pas manquer de respect à personne, mais ça reste une équipe. Ça reste ça. C'est pas rien. Et que les deux patrons, les grands patrons de l'équipe se déplacent. Ils viennent en... C'est pas un petit voyage, là. Philadelphie, pas à Cloton, mais à Gothenburg. Et de refuser de les rencontrer, c'est limite... c'est arrogant. Moi, j'aurais posé des questions. Être l'équipe qui cherche à faire son acquisition, là. Ouais, tu Attends un peu. Il n'a pas voulu leur parler. Non. Et à ce jour, les Flyers, la direction des Flyers ne savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi. Ils savent juste qu'il veut plus jouer là, mais ils savent pas pourquoi. Donc, c'est quand même étonnant. Il y a eu clairement il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lui, il voulait jouer pour les Flyers de Philadelphie, ou du moins, c'est ce qu'il laissait croire. Et du jour au lendemain, il veut comme plus rien savoir. Mais tu sais, les Flyers avaient encore, je dirais pas le gros bout du bâton, mais de la latitude dans ce dossier-là, parce que Gauthier en est juste à sa 2e saison universitaire. Tu sais, si tu dis, regarde, tu veux être joueur autonome, parce que lui, il veut passer professionnel là. Après cette année. Tu veux être joueur autonome, il veut s'acheter un bateau. Ça va se passer au mois d'août 2026. Ça aurait pu le refroidir, Cutter, là, avant de couper le cordon. En même temps, avec les Flyers. En même temps, sa valeur est maximale là, parce qu'il vient de connaître un gros championnat mondial. Non, c'est ça, mais moi, ça m'a fait penser penser à l'histoire de Logan Cooley aussi l'année dernière, parce que ce qu'on entendait au repêchage, puis moi, je me l'étais fait dire très clairement, off the record, ou en fait anonymement, que... Par qui? Les initiales sont que Cooley ne voulait pas aller jouer en Arizona et que c'était le mot là, qui circulait sur le plancher et qui ne voulait rien savoir de cette organisation-là, de cette aréna-là, de ce manque de vision et de direction-là et tout. Comment dire, sauf respect pour André Tourigny. Puis, ça n'a rien à voir avec André Tourigny. Ils sont en train de construire de quoi qui a l'air le fun, là, mais disons qu'il y a 6 mois, on était tous d'accord avec cette affirmation. Exact. Le projet sur la glace hockey est pas mal plus intéressant que ce qu'il y a autour, je pense, et c'est peut-être ce qui a fini par le convaincre, mais à l'époque, les Coyotes, donc au mois de fin juin de l'année dernière, 23, étaient inquiets. Très inquiets parce que Cooley voulait faire le saut, mais avait vraiment pas l'air d'être intéressé. Puis de ce que j'ai cru comprendre, on n'était pas loin du gars qui allait demander à changer de cieux. Il voulait jouer sous d'autres cieux. Mais ils ont réussi à renverser la situation. Là, clairement, les Flyers ont essayé de le faire. Puis Gauthier, il dit, je veux même pas les rencontrer. T'sais, ça prend du front tout le tour de la tête. Là. Pareil, tu es un kid de 19 ans. Le directeur général, le président de l'équipe, de la Ligue nationale qui t'a repêché, se déplace en Europe pour venir te voir. Puis t'es comme... Moi, j'ai pas besoin de ça. Je veux pas leur parler. Honnêtement, moi, ça m'aurait refroidi. Si j'avais été une autre organisation, là, en tout cas, j'aurais posé beaucoup de questions. Ça prend des... Pour gagner, pour avoir une bonne organisation, il faut que ton vestiaire soit habité par des bonnes personnes. Puis je dis pas... C'est très... on ne sait pas si c'est une mauvaise personne, mais c'est inquiétant que... C'est la moindre des politesses. Des gens se déplacent en Europe pour te rencontrer. De leur dire, écoutez... pour telle ou telle raison, je ne veux pas y aller. Expliquer pourquoi. Il me semble que tu leur dois ça. Peut-être qu'il a été mal conseillé. On va le savoir éventuellement. C'est possible. Il y a juste 19 ans. Mais là, quand tu es les Ducks d'Anaheim... C'est peut-être que les Ducks ont eu des réponses. J'ai pas eu l'occasion de poser ces questions-là encore, mais quand même, je me suis informé un peu hier. Puis, tu sais, l'analyse est quand même facile à faire pour eux. C'est un cadeau du ciel. Mettons qu'on laisse de côté... l'aspect personnalité, l'arrogance, l'impolitesse, tout ça. C'est tout un joueur de hockey. C'est un marqueur pur, Cutter Gauthier, ce qu'on appelle c'est un classique power forward, là, un ailier. Il y a vraiment une mentalité de tireur. Ils sont beaucoup de bons jeunes attaquants, mais qui sont plus dans la créativité. Même Mason McTavish, qui est une espèce de version d'un ours qui joue au hockey, mettons, est quand même un gars très créatif. Il est fort. Un ours qui joue au hockey. Ouais. Si un ours jouait au hockey, ça ressemblerait un peu à Mason McTavish, je trouve, ou à Leon Draisaitl. Ça serait ce genre-là. Mais c'est aussi un gars créatif. Zegras, il fait dans la fleur et dans la dentelle. Ils ont beaucoup ça à l'avant. Troy Terry aussi, toute cette gang-là. Alors, Gauthier... très différent. Et les Ducks viennent de faire ce que Kent Hughes va avoir à faire dans pas longtemps. C'est-à-dire gérer le surplus, là, gérer l'abondance. En défense, ils en ont tellement des espoirs de qualité. Il n'y a pas de Jamie Drysdale.
Avec le Canadien, tu veux Il y dire? en a, mais on va vouloir... Oui, c'est ça, c'est moins évident, mais... On n'en a pas à spare. Non, les Ducks, oui, c'est ce qui a permis de conclure cet échange-là, parce que l'émergence de Pavel Mintyukov cette année, le jeune Russe qui arrive de la Ligue de l'Ontario et qui joue comme un vétéran, là, et qui est un corps arrière, c'est un défenseur à caractère offensif, lui aussi, il est déjà en avantage numérique, a fait en sorte qu'on pouvait soudainement se passer de Jamie Drysdale pour aller chercher un joueur comme celui-là. Mais en défense, là, il y a Jackson Lacombe qui a fait le saut cette saison, qui lui aussi a un penchant offensif. Mintyukov, je viens d'en parler. Tristan Luneau, Olen Zellweger, plus petit, 5 pieds 10 pouces. On va voir ce que ça va donner, mais ça fait deux dernières années, il a été le meilleur producteur de points en défense au Canada dans les circuits juniors. Noah Warren, Tyson Inns, il y en a là, des défenseurs. Et ça fait un peu penser aux Canadiens. Tu regardes les Canadiens, là, j'en comptais 8 rapidement hier. Harris, Struble, Barron, Goulet, Jacky, Mailloux, Hudson, Reinbacker. Il y a quand même du stock là-dedans. Là. Oui. Puis c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui vont partir dans des échanges, puis ça va peut-être être un de ceux que ça va pincer pour certains partisans. Il va falloir que ça pince, sinon... Ça ne pourra pas juste être Harris ou... Mais je me disais, mettons, on les combine. Mettons comme le du Harris Struble. C'est ce que c'est. En plus, c'est des amis. C'est comme. Voilà, votre troisième paire de défenseurs, même. C'est réglé. Le deuxième, des fois. Réglé. D'autres, on va garder Reinbacker, Hudson, mais Jacker, on va tous les garder. C'est ça. Mais c'est un assez bon exemple de ce qui attend le Canadien, puis de ce qu'ils vont devoir faire. Et les Ducks ont géré ça. Ils ont beaucoup de défenseurs. C'était l'abondance. Avec l'arrivée de Mintyukov, ils se sont dit... On peut peut-être se passer de Drysdale si c'est pour aller chercher un espoir de premier plan. Puis ils ont fait feu. Alors, c'est une bonne gestion d'actifs. Ouais. Maintenant... un bon match de Monopoly. Exact. Maintenant, voir Gauthier comment il va s'insérer dans ce moule-là, puis si ça va payer. Et à Philadelphie, voir si Drysdale va éviter la liste des blessures, finalement. Oui, parce que lui, déchirure à l'épaule l'année dernière, a été blessé en début de saison aussi. Là, c'est sûr que ce pedigree-là commence à être lourd un peu. Oui. Ça va pincer. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Préparez-vous à souffrir. Voilà. Alexandre Gascon, merci, mon vieux. C'était le fun, hein? Ah! Mais là, j'étais dedans. Ah, t'as parlé beaucoup. Ah, excuse-moi. Mais c'est vrai. Mais j'avais le goût. Martin est tout le temps là. De toute façon, il me le dit. Des fois, il est comme, hey, je suis tanné. Puis, c'est avec Pal, j'en peux plus. Tanné, Et là, moi, j'en avais pas fait depuis quasiment un mois. 3 semaines facile. Fait que, t'en as fait l'équivalent de 2. C'est bon. Ben, la semaine prochaine, je parlerai pas. Tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et du Canadien. Merci, mon vieux. Ça fait plaisir. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Et c'est vrai que tu étais là souvent. Oui. C'est ta plus grande je te le confirme, qualité. Mais toi, t'es là un petit peu plus souvent que moi. Ouais. Voilà, dans l'ordre. Merci, Martin. Toujours un plaisir. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.